Bonjour tout le monde, donc moi c'est Daniela, je suis militante du NPA, membre du comité exécutif et je milite au comité de Saint-Ouen. Et donc aujourd'hui en fait on m'a invité et je remercie en fait l'invitation du secteur jeune pour faire un propos d'une formation en fait sur la société pour laquelle on se bat, pour la société communiste, ce qui est en fait une très bonne chose parce qu'on n'est pas que en fait des anticapitalistes, on ne se définit pas que par ce en fait contre quoi on est. Mais aussi, disons, par un projet de société alternatif à cette société de misère dans laquelle on vit. Donc moi, je vais commencer ce topo d'une façon qui peut paraître un peu étrange, mais je ne vais pas expliquer en fait d'abord qu'est-ce que c'est le communisme, je vais expliquer ce qui n'est pas le communisme. Pourquoi en fait, je trouve qu'on a un petit peu besoin de commencer par ça, parce qu'en fait, au moins à une échelle large, l'idée de communisme, en fait, elle a été pendant très longtemps associée à ce qui s'est passé en Union soviétique et dans les pays de l'Est européen. Et en fait, le communisme n'est pas ça. Le communisme n'est pas faire la queue pour pouvoir avoir de la nourriture et acheter des choses. Ce n'est pas en fait de pouvoir forcément choisir si on veut, la façon dont on veut s'habiller. Le communisme, en fait, ce n'est pas une société où existait un goulag, en fait, c'était des camps de travaux forcés où on envoyait les opposants politiques. Le communisme, c'est une toute autre chose. Donc, qu'est-ce que c'est pourquoi en fait il y a cette association par rapport au stalinisme plutôt parce que précisément la première révolution qui a pu en finir avec les rapports de production capitaliste a débouché sur une forme de société très particulière qui n'était en fait qu'une dégénérescence de la révolution, donc la société stalinienne. Toute révolution engendre en fait, et dans l'histoire ça a toujours été comme ça, des tendances aussi à la contre-révolution. Si vous prenez en fait la Révolution française, il y a toute une série d'étapes. Il y a par exemple en fait, le terme d'or qui est une forme de contre-révolution à l'intérieur de la révolution elle-même. Donc de ce point de vue-là, si on veut faire une comparaison avec la Révolution française, on pourrait dire que le stalinisme est une contre-révolution interne thermidorienne par rapport à la révolution d'octobre 1917. Pour tous ceux en fait, qui essaient de nous expliquer que le stalinisme n'est en fait que la continuité de la révolution et du léninisme, il suffit de regarder un petit peu ce qu'était la direction du parti dirigeant en Union soviétique à la fin des années 30 et le comparer avec ce qui avait été la direction du parti bolchevique au moment de la prise du pouvoir. Vous savez en fait combien de membres de l'ancien parti révolutionnaire étaient encore en fait libres, disons, c'est-à-dire ni morts ni en prison à la fin des années 30. Un seul, il s'appelait Staline. Donc il me semble en fait que ça permet de montrer comment en fait l'avènement du pouvoir stalinien il se fait dans une grande mesure en fait sur la base de la liquidation, de la condamnation à mort ou de la mise en prison de toute la génération qui avait été, disons, à l'origine de la prise du pouvoir en 1917. Donc, qu'est-ce que c'est le communisme? Si on essaye de parler un petit peu en fait en positif, on pourrait essayer de définir en fait la société communiste comme une société où il n'y a pas trois choses qui existent aujourd'hui. La première, c'est l'existence de classe sociale, c'est-à-dire en fait l'existence de rapports d'exploitation des hommes et des femmes qui exploitent d'autres hommes et femmes. Le deuxième aspect, en fait, c'est une société où il n'y a pas d'État. Dans un contexte, en fait, où l'État, pour les marxistes, n'est pas une sorte, en fait, d'organisme neutre qui sert à gérer la vie collectivement, mais un outil de l'oppression d'une classe sur une autre. Donc, à partir du moment où les classes sociales cessent d'exister, cet outil d'oppression qui est l'État, cette poignée d'hommes armés qui ont le monopole de la violence et qui protègent la propriété privée d'une minorité privilégiée contre une majorité qui est obligée de trimer, de travailler pour nourrir cette minorité privilégiée. Donc dans cette société, il n'y a pas d'État non plus. Et le troisième aspect, en fait, qui n'existe pas dans cette société qui existe aujourd'hui, qui gère beaucoup en fait la société aujourd'hui, c'est l'argent. Donc c'est une société sans classe, sans État et sans argent. Donc, ce n'est pas en fait quelque chose, disons, un appareil, ça ne règle pas, disons, tous les problèmes de la société, ce n'est pas une société idéale. C'est une société, en fait, on se débarrasse de trois choses très importantes qui existent aujourd'hui, qui fondent la société capitaliste et qui fondent en fait une société de misère et d'une inégalité extrême. Est-ce que dans le communisme, en fait, tout ira bien et tout le monde sera heureux tout le temps? Probablement non.
moi j'ai envie de dire en fait, y compris pour moi le risque de vous décevoir, en fait, dans le communisme on va continuer à voir des gens qui crèvent, qui meurent, etc. Donc la mort elle va continuer à exister, on ne va pas vivre toujours. On va continuer à avoir des chagrins d'amour, on va continuer à tomber amoureux des gens en fait, qui sont pas forcément amoureux de nous, mais en fait moi je pense qu'au bout de ce type-là, on pourra vivre autrement, même ces aspects, disons, les plus tristes de la vie en fait, humaine. Donc à part en fait cette petite blague, je vais passer ensuite en fait à expliquer un petit peu comment en fait on peut arriver à cette société, comment en fait elle pourrait fonctionner. La première chose, la première condition pour que la société communiste puisse exister, c'est une réduction massive du temps de travail. Aujourd'hui, en fait, l'énorme majorité de la population passe, disons, leur plus beau jour en fait, à travailler pour une classe qui n'est pas la leur et pour en fait subvenir à, disons, leurs privilèges de classe. Et donc, dans la société communiste, le temps de travail en fait, sera réduit à une portion infime du temps de vie en fait, de tout et chacun, de façon à ce que tout et chacun puisse consacrer la plupart de leur temps à d'autres occupations, à des occupations qui peuvent être en fait de la culture, qui peuvent être en fait de s'amuser, de voyager, de lire, d'échanger, etc., etc. La deuxième chose en fait qui est très importante, c'est qu'en fait quelque chose qui existe dans cette société où on est dans une grande maison en fait contraint d'avoir un métier, d'avoir un niveau de spécialisation très important, c'est quelque chose en fait qui n'existera pas dans le communisme. Marx c'est là une formule célèbre où il dit en fait que le communisme c'est une société où on n'est pas obligé de choisir si on sera pêcheur ou philosophe, on pourra être pêcheur le matin, philosophe l'après-midi, et peut-être chanteur de rock le soir, en fait, si on en a envie. Le troisième aspect, donc, c'est que c'est une société où il y a en fait des producteurs, des gens en fait, qui produisent ce dont la société a besoin en fait, pour pouvoir exister, mais ces producteurs-là, ils sont librement associés. Ça, c'est aussi une définition de Marx du communisme, donc ils s'organisent en société pour pouvoir, de la façon la plus rationnelle et avec le plus d'économie de travail possible, subvenir, en fait, créer une abondance suffisante à ce que tout le monde, pour que tout le monde en fait, puisse vivre bien. Comment en fait ça fonctionne donc la question de la rétribution par rapport en fait, au travail fourni dans une société communiste. Sous le capitalisme, en fait, on perçoit un salaire qui est en fonction du temps qu'on travaille, mais aussi en fait, disons, du métier qu'on fait. On voit bien en fait qu'un ingénieur ne touche pas le même salaire pour le même temps de travail qu'un éboueur en fait, ou d'autres professions. Donc dans le communisme, selon Marx encore, les critères seront en fait non pas ceux d'une égalité formelle, c'est-à-dire que tout le monde a le même salaire, mais en fait les critères qui sont en fonction des possibilités et des besoins de chacun. Donc la formule de Marx est de chacun selon ses possibilités, il y a chacun selon en fait, ses besoins. Parce qu'on voit très bien en fait, que quelqu'un qui a un handicap n'a pas la même capacité de travail que quelqu'un qui n'en a pas, ou que quelqu'un en fait, qui doit nourrir 5 enfants n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un en fait, qui vit seul, etc. Donc les critères sont ceux des besoins humains et des possibilités de chacun. Donc on pourrait dire en fait à la fin de cette petite description un peu schématique de ce qui pourrait être une société communiste, et tout ça est très beau, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'en arriver là? Parce qu'aujourd'hui on vit dans une société où on travaille 8 heures par jour, 7 heures par jour, etc. etc. Donc deux éléments qui montrent en fait pourquoi nous pensons que c'est possible. Le premier, c'est que même dans la société actuelle, il y a des aspects en fait parfaitement irrationnels. On voit bien que dans la même société, on peut avoir des gens en fait, qui se tuent à la tâche, qui crèvent dans le boulot, qui à l'âge de 40 ans en fait, sont déjà cassés, et c'est le cas en fait, dans plein d'usines, non seulement dans les pays du tiers-monde, mais aussi en France. Et en même temps, en fait, on a une masse de chômeurs qui voudraient bien travailler et qui n'ont pas de travail et qui vivent dans des conditions d'une extrême précarité. Donc si l'ensemble, en fait, la masse de travail socialement nécessaire qui existe aujourd'hui dans la société, elle était partagée par l'ensemble des êtres humains, avec une capacité de travail,
on serait déjà en fait dans un temps de travail individuel très réduit par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ça c'est le premier aspect. Donc il pourrait y avoir une réduction massive du temps de travail, même en fait dans le cadre de la société, dans le cadre en fait, du monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais il y a un autre aspect en fait, qui fait que cette réduction elle peut être encore plus massive, c'est que en fait, les capacités techniques, ce qu'on appelle le développement des forces de production, des capacités de production de la société, elles sont en fait limitées et bloquées par les rapports de production capitalistes eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, si on débarrasse le monde du capitalisme, le développement de la technique et de la capacité de production va se voir en fait énormément augmenter. Je vous donne en fait quelques exemples qui permettent de montrer à quel point ce système capitaliste en fait irrationnel, il ne permet pas de développer la technique. Si on voit par exemple que dans la société actuelle il y a des techniciens, des scientifiques, etc. qui passent leur temps à trouver des mécanismes pour que les objets se cassent vite. C'est le truc qui appelle de l'obsolescence programmée, le phénomène de l'obsolescence programmée. Ça, c'est un aspect qui montre bien, en fait, que dans la mesure où la technique elle est soumise à des rapports de production capitalistes, elle n'est pas faite pour qu'on puisse avoir une production au service de la satisfaction des besoins, y compris en fait de l'environnement, etc. Parce qu'on voit bien que quand on doit jeter à la poubelle une imprimante qui fait 2 ans parce qu'elle s'est cassée, du point de vue de l'environnement, en fait, c'est pas top. Mais en fait, c'est le cas aussi pour les travailleurs eux-mêmes, en fait, pour l'ensemble de la société. Pour prendre un exemple en fait, qui peut être plus extrême, dans un contexte où l'ensemble en fait, du marché des médicaments, de la pharmaceutique est contrôlé par les capitalistes, on peut imaginer, par exemple, que si demain un scientifique trouve une cure en fait, immédiate et très bon marché pour une maladie grave comme le cancer, il va y avoir toute une série de lobbying, en fait, de monopoles qui font énormément d'argent sur la base, disons, des traitements longs et chers par rapport à ces maladies-là, qui vont vouloir empêcher que, en fait, ces médicaments puissent tomber dans le marché. C'est des choses, en fait, qu'on ne sait pas forcément tout le temps, mais qui arrivent. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu, en fait, une polémique qui est sortie dans les journaux sur le fait qu'il y avait quelqu'un qui avait découvert, en fait, une ampoule, une lampe, qui pourrait durer, en fait, je ne sais pas, 20 ans. Et il y a eu une guerre, en fait, elle a commencé à être menacée par tous ceux qui font de l'argent, en fait, avec des lampes qui se cassent au bout, en fait, de 6 mois, etc., parce que ça peut casser, ils ont une masse de profit énorme. Donc on voit bien, en fait, que les rapports de production capitalistes, ils sont aujourd'hui un obstacle pour le développement des capacités de production de l'humanité. Dans la mesure où on débarrasse le monde de ces rapports de production capitaliste, le développement de la technique, le développement des machines, le développement de l'automatisation, il ne va plus être au service en fait, de virer des gens des usines comme c'est le cas aujourd'hui parce qu'on les remplace en partie par une machine, mais il sera mis au service d'une réduction massive du temps de travail à la hauteur qu'on pourrait estimer 1 heure par jour par exemple. Tout le reste du temps, on puisse consacrer à d'autres activités qui ne soient pas en fait à celles de la production. Donc voilà un petit peu en fait pour le communisme et ses bases matérielles, donc sur la possibilité de cette société. Mais si on s'arrêtait là, on pourrait penser en fait que voilà, c'est un bel idéal, c'est quelque chose de bien, c'est une utopie, mais le problème fondamental en fait c'est comment on y arrive. Marx en fait il disait que le communisme ce n'était pas un idéal, que le communisme en fait c'était une forme de société, mais c'était surtout en fait le mouvement réel des choses qui, à partir des contradictions de la société actuelle, pouvait conduire à son dépassement et à l'utopie du communisme. Donc la deuxième partie de mon dépôt, je vais essayer de la consacrer à ce mouvement réel des choses, donc ce mouvement communiste qui peut conduire à partir des contradictions qui sont celles du capitalisme à son propre dépassement et à la création d'une société sans place et sans État. Donc je vais essayer de façon synthétique et peut-être un peu schématique parce qu'il y a trop de sujets, d'aborder en fait cette question autour de 5 points. Le premier point, en fait, c'est le point de qui peut faire ça.
Et bon, vous avez déjà entendu certainement en fait, dans les discussions avec les camarades du secteur jeune du LPA que nous on pense en fait que les travailleurs en tant que classe, qu'on appelle en fait la classe ouvrière, jouent un rôle central dans cette transformation sociale, dans le fait de renverser le système capitaliste. Très souvent, dans la société actuelle, en fait, quand on parle de classe ouvrière, ça a l'air un gars, en fait. On dit, ouais, mais la classe ouvrière, est-ce que ça existe encore? Parce qu'en France, franchement, il y a de moins en moins, etc., etc. Donc il y a toute une partie de ça, en fait, qui est l'idéologie de la classe dominante. Disons que l'idéologie de la classe dominante, avec son triomphalisme à l'issue notamment en fait, des années 80-90, il était tel que cette classe dominante, elle se permettait de dire à la majorité de la population qu'il n'existait même pas. Il disait aux travailleurs, vous n'existez pas. Alors qu'en fait, les travailleurs, non seulement ils existent, mais ils sont en fait la majorité, ils sont ceux qui font marcher l'ensemble de la société. Qu'est-ce qu'on entend par classe ouvrière? Est-ce que l'ouvrier est en fait le mec blanc, bleu de travail, qui travaille dans une usine, etc. Pas que. Si on voudrait en fait donner une définition simple de ce qu'est pour nous les marxistes de la classe ouvrière, on pourrait dire en fait qu'un ouvrier est celui qui, pour vivre, n'a pas d'autre choix que de vendre sa force de travail en échange d'un salaire, et qu'avec ce salaire, n'a pas les moyens d'accumuler du capital. Un PDG qui touche 30 000 € par mois, etc., c'est pas tout à fait pareil parce qu'il pourrait parfaitement, même s'il est salarié formellement, il pourrait parfaitement en fait, accumuler du capital. Et il y a un autre critère qui est important aussi, c'est en fait de ne pas faire partie de la chaîne de commandement du capital. C'est-à-dire en fait ni être, disons, un sous-chef qui opprime d'autres travailleurs à l'intérieur d'une usine, en fait, dans le cadre de la production, ni, disons, les chiens de garde de la classe dominante, la police, l'armée et toutes les forces de répression. Donc avec cette définition-là, on peut essayer d'avoir une vision large et globale de ce qu'est la classe ouvrière. Et on verra, si on fait en fait, un petit peu des statistiques, que même dans un pays comme la France, cette place, la classe ouvrière, reste largement majoritaire à l'intérieur de la société. Donc pourquoi la classe ouvrière elle a un rôle central à jouer et quel est le rapport en fait entre ça et la question en fait donc de le mouvement qui part des contradictions du capitalisme lui-même et qui amène vers une société communiste. Marx disait en fait que le capitalisme il avait un défaut, c'est qu'il créait son propre fossoyeur. Dans la mesure en fait où il crée une classe qui est une classe extrêmement majoritaire et dont l'émancipation ne peut se faire qu'en faisant voler à l'éclat l'ensemble, disons, de la structure de la société, il crée les conditions de son propre dépassement. Et cette classe, la classe ouvrière, elle a une différence fondamentale par rapport à toutes les autres classes qui ont été amenées à un moment ou à un autre à faire la révolution. Donc en France, en fait, il y a eu une révolution bourgeoise triomphante en 1789, que vous connaissez très bien. Mais c'est quoi la différence? C'est que la bourgeoisie, quand elle fait la révolution en France, elle était déjà une classe exploiteuse. En fait, en dessous de la bourgeoisie, il y avait en fait les sans-culottes, il y avait un proto-prolétariat, les petits artisans, etc., etc. Or, en dessous de la classe ouvrière, il n'y a rien. En dessous des travailleurs, il n'y a rien. C'est une classe en fait qui est hétérogène. Il y a des secteurs qui sont plus exploités que d'autres, il y a des secteurs qui sont plus opprimés que d'autres. On peut voir en France les femmes travailleuses qui sont en fait les plus précaires et qui en fait se font imposer des temps partiels, etc., etc. Il y a les travailleurs migrants qui en fait travaillent sous des conditions qui ne sont pas réglées souvent par le code du travail avec des journées de travail énormes en plus d'être en fait persécutés comme on voit en ce moment avec les migrants en fait, qui sont chassés à la chapelle dans un scandale ahurissant en ce moment même. Mais la classe ouvrière en fait, prise dans son ensemble, elle n'exploite pas une autre classe, et donc dans la mesure où elle s'émancipe, elle est capable d'émanciper l'ensemble de la société. Est-ce que la classe ouvrière peut le faire toute seule? Non. Toute la question en fait, de comment la classe ouvrière peut devenir en fait, un sujet révolutionnaire, c'est la question de comment la classe ouvrière elle est capable de s'allier avec l'ensemble des secteurs exploités et opprimés dans cette société. Parce qu'en fait, ceux qui subissent les malheurs du capitalisme, ce n'est pas que
les travailleurs, si on pense en fait à tous les opprimés, si on pense aux femmes, si on pense en fait aux personnes LGBT, on voit en fait qu'il y a toute une série de gens dans cette société qui souffrent de ce qu'est la société capitaliste sans forcément avoir une condition qui est celle d'un ouvrier. Et donc, pour pouvoir, disons, renverser ce système, la classe ouvrière elle a besoin d'organiser autour d'elle, d'organiser en fait un large cercle d'alliances avec tous ceux qui ont un intérêt à mettre à bas ce système de misère et d'oppression. Et donc c'est pour ça en fait que la question des liens entre la classe ouvrière et tous les secteurs opprimés et toutes les luttes en fait contre les oppressions est une question fondamentale. Si on pense aujourd'hui en fait, à comment la classe ouvrière pourrait devenir un sujet révolutionnaire, c'est difficile de penser que ça pourrait se faire sans, par exemple, prendre en charge les revendications des migrants qui se font chasser, sans prendre la revendication des jeunes de banlieue qui se sont soulevés en France à plusieurs reprises, dont la plus importante en 2005. Et pourtant, les organisations de la classe ouvrière, elles ont resté à ce moment-là en fait, plutôt, disons, paralysées, et il n'y a pas eu beaucoup de phénomènes de solidarité avec les jeunes des quartiers à ce moment-là. Les travailleurs, s'ils veulent pouvoir devenir en fait, une classe hégémonique et organiser autour d'eux l'ensemble des secteurs opprimés, il faut qu'ils prennent en charge, y compris en fait, en luttant contre les éléments machistes qui peuvent exister à l'intérieur même de la classe ouvrière, la revendication des femmes et la revendication des personnes LGBT. Si on pense en fait, y compris parce que la bourgeoisie, un des éléments de sa stratégie, disons, pour essayer d'empêcher la classe ouvrière et les opprimés en général de détruire son système, c'est de l'utiliser. Je vous donne un exemple, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de la manif pour tous, en fait, les réacs, ils faisaient des tags partout. C'était l'époque où il y avait la grève de PSA Aulnay. En même temps, il y avait la discussion en fait, sur la loi du mariage égalitaire. Et ils taguaient, le problème, c'est Aulnay, c'est pas le mariage gay. Il disait en fait aux travailleurs, voilà, ce gouvernement, il ne s'inquiète pas de vos problèmes, et il s'inquiète du problème des PD, des lignes, etc. Donc c'est un gouvernement en fait qui n'a rien à voir avec vos intérêts. Qu'est-ce que ça aurait pu être à ce moment-là, l'attitude, disons, des travailleurs dans une perspective révolutionnaire, dans une perspective de créer une alliance avec les secteurs opprimés. Si les travailleurs de PSA Aulnay avaient organisé à ce moment-là un cortège dans la manif pour tout, dans les manifestations pour le mariage égalitaire, pour dire il n'y a pas d'opposition entre nos intérêts et nous, les travailleurs de PSA Aulnay, nous sommes pour en fait le mariage égalitaire, nous sommes pour le droit des homosexuels, des gays, des lesbiennes, des bi et des trans, ça aurait été une très belle démonstration de en fait ce à quoi on aspire du point de vue en fait de l'alliance entre l'ensemble des exploités et des opprimés. Un autre exemple en fait plus historique que vous avez peut-être quand même connu parce qu'il y a eu un film très bien en fait, qui est sorti ces derniers temps en fait, c'est la discussion du film Pride entre en fait, un secteur du mouvement LGBT et les mineurs, comment il y a pu y avoir à ce moment-là une confluence entre en fait, les secteurs qui se voyaient en même temps en fait, dans le même camp parce qu'ils voyaient Thatcher et sa police et ses flics en fait, ils nous tapent tous, ils tapent sur les mineurs et ils tapent sur les homosexuels. Donc en fait, si on se rassemble et si on s'unit, on sera plus fort pour combattre ce gouvernement. Et c'est dans cette logique-là que en fait, il faut penser le gouvernement de classe ouvrière. Pour résumer, la classe ouvrière, en fait, c'est pas l'ouvrier en milieu de travail, c'est beaucoup plus large que ça, c'est y compris avec ceux qui font du travail intellectuel, etc. etc. La classe ouvrière, en fait, elle n'est pas révolutionnaire en soi, elle n'est pas plus belle, elle est plus intelligente que les autres. Son rôle, en fait, dans la révolution est lié à sa place dans la production, le fait que c'est eux qui font tourner l'ensemble de la société, qui sont capables de la paralyser et en même temps, en se soulevant, sont capables en fait, de faire péter l'ensemble en fait, de la structure de la société. Et troisièmement, loin de nous, une conception ouvriériste qui voudrait dire des ouvriers tout seuls, bien propres, etc. Ils seront capables de faire la révolution. Au contraire, pour devenir une classe révolutionnaire, la classe ouvrière, elle est obligée, en fait, elle doit absolument s'allier à tous les secteurs opprimés de cette société. Donc ça répond en partie à la question du qui. Et bien évidemment, que les jeunes, ils ont une place très importante à jouer dans ce processus-là aussi.
Le deuxième aspect, en fait, que je voudrais aborder, c'est la question, disons, du comment, en quelque sorte. Nous, en fait, on dit que le renversement du capitalisme, il passera par une révolution, d'abord. Donc, de ce point de vue-là, nous, en fait, on a une conception différente de celle des réformistes qui pensent qu'on peut changer cette société et les institutions de l'intérieur, et qu'il s'agit dans une certaine mesure en fait d'un changement de personnel. Donc on peut penser à la révolution par les urnes de Mélenchon. Donc si on met Mélenchon président, on va changer la société. Donc les révolutionnaires en fait ils ne pensent pas ça. Ils pensent que c'est l'édifice lui-même qui est pourri, c'est les institutions qui sont pourries et qu'il va falloir en fait les mettre à bas et en construire des nouvelles. Ça c'est le premier aspect. Donc nous on n'est pas réformistes, on pense en fait qu'il faut abattre, disons, ce système et le renverser d'un bout à l'autre. Et ça, en fait, ça se fait par en fait, une révolution. Qu'est-ce que ça veut dire une révolution? Ça veut dire qu'à un moment donné, ceux d'en bas, les travailleurs, ils n'acceptent plus de se faire exploiter, ils n'acceptent plus d'avoir une couche parasitaire qui sont les capitalistes qui s'approprient en fait des produits de leur travail. Et à un moment donné, parce que nous, en fait, disons, on n'est pas naïf, on sait bien que en fait, la bourgeoisie, elle ne va pas se laisser faire de façon, en fait, disons, pacifique. Et disons qu'on ne va pas arriver à la famille Peugeot et dans une discussion fraternelle, leur expliquer qu'en fait, ils sont des parasites et que, en fait, c'est les travailleurs de Peugeot qui construisent des bagnoles et qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se barrent et ils vont dire « Ok, vous avez raison, vous êtes majoritaire, donc allez-y, prenez les usines. » C'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Donc il y a en fait une certaine dose, disons, dans la révolution d'imposition, de rapport de force, mais c'est en fait un rapport de force qui est imposé précisément par une majorité contre une minorité parasitaire. Et le deuxième aspect, c'est et après la révolution. Et là, en fait, il y a un autre débat, qui n'est pas le débat en fait avec les réformistes, mais qui est le débat en fait plutôt avec les tendances libertaires et anarchistes qui peuvent exister en fait dans le mouvement ouvrier et dans la jeunesse. C'est quoi en fait la principale divergence qui existe entre les révolutionnaires et les anarchistes? Ce n'est pas le but final. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que l'anarchie et le communisme sont deux objectifs en fait qui se ressemblent. Le problème fondamental, c'est en fait après la prise du pouvoir, en fait, après la révolution, est-ce qu'on peut passer directement à une société sans classe, sans État, une société auto-organisée? Dans les discussions qui ont pu exister au sein du mouvement ouvrier, les marxistes et les anarchistes se sont séparés sur cette question-là. Les marxistes disaient le fait de prendre le pouvoir à un moment donné, de débarrasser la bourgeoisie de son pouvoir politique et économique, il ne fait pas pourtant disparaître les classes immédiatement. En fait, sauf si on pense qu'on va jeter tous les bourgeois dans la mer, on voit bien en fait que les bourgeois en tant que personnes, ils vont continuer à exister, même si même après en fait, que les travailleurs aient pris le pouvoir. Et bien évidemment, de la même façon que la bourgeoisie ne va pas se laisser faire, elle ne va pas donner les usines en fait, comme en cas de nos ouvriers, une fois en fait, qu'elle sera battue, elle ne va pas se dire putain j'ai perdu, donc maintenant en fait j'accepte, etc. Elle va essayer par tous les moyens de reprendre le pouvoir. Et dans toutes les révolutions, ça a été comme ça. Dans les révolutions bourgeoises, en fait, l'ancienne classe dominante du système féodal absolutiste a essayé de reprendre le pouvoir. Et dans les révolutions prolétariennes, ça a été le cas aussi. En Russie, je ne sais pas si vous savez, mais la prise du pouvoir, en fait, elle a été, dans une certaine mesure, en fait, très peu violente. Il y a eu, en fait, je crois, un peu plus d'une centaine de morts le jour de la prise du palais d'hiver. La phase la plus dure, elle est venue après, parce qu'il y a eu en fait une contre-révolution extrêmement violente. La Russie, avec l'Union soviétique, a été envahie par les armées de 14 pays impérialistes. Ils ont vécu en fait une guerre civile qui a duré 3 ans, et c'est là que ça a été violent. Donc la violence, elle vient d'abord et avant tout des anciennes classes dominantes, plutôt que en fait des travailleurs qui sont en train de s'emparer du pouvoir. Tout cela, en fait, implique une chose qui est que tant que les classes sociales elles existeront encore, une forme d'État devra encore exister. Et c'est sur ça en fait que les marxistes ont divergé historiquement avec les anarchistes.
Le terme, en fait, de ce pouvoir des travailleurs qui a été utilisé par Marx, c'est un terme qui n'est pas très à la mode aujourd'hui, c'est le terme de dictature du prolétariat. Bon, on voit bien que dictature du prolétariat, c'est un truc en fait, qui ne fait pas rêver, c'est un terme en fait, qui sonne plutôt louche, si on pense en fait dans la société ou dans le vocabulaire tel qu'il est aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Marx entendait par dictature du prolétariat? Tout d'abord, en fait, il y a un problème terminologique. Dictature, en fait, dans le XXe siècle, c'est un terme qui a été associé à toute une série de régimes, en fait, extrêmement autoritaires. On peut penser aux dictatures dans les pays du Maghreb et du Mashrek, qui ont été pour une partie en fait, renversées par les révolutions arabes, ou on peut penser dans les dictatures, en fait, dans le continent dont je viens moi, l'Amérique latine, qui ont plongé pendant des années et des années les sociétés dans en fait, des massacres énormes avec des dizaines de milliers de morts. Pour Marx, en fait, il ne parlait pas de ça. Il ne parlait pas de la forme en fait, du pouvoir, il ne parlait pas d'un régime qui soit un régime autoritaire. Il prenait le terme de dictature, parce que c'était un terme en fait, qui à l'origine en fait, venait de la Rome antique et qui désignait une forme de pouvoir provisoire et en fait qui se distinguait y compris de la tyrannie qui était conçue en fait plutôt comme un régime totalement autoritaire. Et en même temps, en fait, la dictature du prolétariat, elle ne relève pas de la forme du pouvoir. Elle est une dictature dans le sens social du terme. Parce que sous couvert de la démocratie, entre guillemets, dans laquelle nous vivons, nous voyons bien qu'il y a une dictature, qui est la dictature d'une classe. La classe dominante, la classe bourgeoise, que sous couvert démocratique, opprime et exploite la grande majorité de la population. Donc dans la conception de Marx, après la prise du pouvoir, il y aurait une phase de transition nécessaire avant d'arriver au communisme, pendant laquelle on inverserait les choses. C'est-à-dire que ce n'est plus le pouvoir d'une minorité parasitaire sur l'énorme majorité de la population, mais c'est le pouvoir de l'énorme majorité de la population sur une ancienne minorité parasitaire qui va essayer de reprendre ses privilèges par la force et par tous les moyens. Quelle est la forme de cette dictature du prolétariat pour les marxistes révolutionnaires? C'est une forme en fait bien plus démocratique que ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour vous donner en fait quelques exemples, une forme de dictature du prolétariat en France a été la Commune de Paris, un régime au sein duquel les travailleurs en fait élisaient, disons, leurs représentants de façon en fait à ce qu'ils soient mandatés irrévocables, c'est-à-dire qu'ils ne donnaient pas un chèque en blanc pour quelqu'un qui pendant 5 ans allait faire ce qu'il voulait. Donc les gens étaient élus sur la base d'un mandat, et s'ils ne respectaient pas ce mandat, ils pouvaient être révoqués à n'importe quel moment et être remplacés par des représentants plus fiables. Si on prend l'exemple de la révolution russe, c'est en fait la démocratie des soviets. Qu'est-ce que c'était les soviets? Donc encore une fois un mot qui apparaît comme un truc vieux et ringard. En russe, en fait, soviet, ça veut dire conseil. Dans d'autres pays, ça a eu d'autres noms. Dans la tradition révolutionnaire en Amérique latine, ça peut s'appeler par exemple les cordons au Chili, ou les en fait, coordinations en Argentine. C'est-à-dire, en fait, c'est des formes d'auto-organisation des travailleurs et des exploités eux-mêmes qui, à un moment donné, pour pouvoir construire leur propre pouvoir, créent un pouvoir qui est basé sur une forme de démocratie directe. Les soviets, en fait, ils étaient plus avancés, y compris que la forme de pouvoir prédominante sous la Commune de Paris, dans la mesure, en fait, ils n'étaient pas élus au suffrage universel général. Les représentants des travailleurs de la population étaient élus parmi, en fait, les leurs, parmi les plus proches. Donc, en fait, les travailleurs d'une usine, ou d'un secteur d'une usine, d'un atelier d'une usine, élisaient leurs propres représentants. Vous voyez bien que le contrôle social qui peut être exercé sur quelqu'un qui bosse dans la machine d'à côté de la tienne ou dans le bureau d'à côté est bien plus important que le contrôle que nous on peut exercer sur un conseiller municipal ou sur un député pour lequel on vote tous les 5 ans. Et ensuite, en fait, cette structure, elle montait petit à petit et chacun en fait, de ses délégués, il allait élire d'autres délégués de façon à ce qu'il y ait systématiquement un contrôle de la base sur les décisions qui étaient prises, disons,
disons, dans le sommet de l'organisation de la vie sociale. Ces formes d'organisation, ce n'est pas des formes en fait, qui surgissent que le lendemain de la Révolution. Très souvent, en fait, et c'est presque indispensable, elles surgissent avant. Et elles sont un outil pour la Révolution elle-même. Qui a pris le pouvoir en fait, à l'Union soviétique, en Russie, ce n'est pas le parti bolchevique tout seul, c'est les soviets dans lesquels en fait, le parti bolchevique jouait un rôle dirigeant. Et donc cette question de construire en fait, des organismes d'auto-organisation est une question qui n'est pas posée que pour l'après-révolution, mais qui est posée comme une partie en fait, fondamentale de la stratégie révolutionnaire, avant même en fait, et dans toute une lutte, parce qu'il s'agit y compris d'apprendre à exercer une forme de pouvoir. D'abord sur nos propres luttes, faire en sorte en fait, que ce ne soit pas une intersyndicale déconnectée de en fait, les intérêts immédiats des travailleurs, etc., et de leurs propres décisions qui décident, mais que ce soit plutôt l'Assemblée générale, que ce soit plutôt des comités de grève. Et c'est par le biais de ces luttes-là, de ces formes d'organisation, que les travailleurs apprennent, y compris, à gérer d'abord leur lutte pour pouvoir ensuite gérer l'ensemble de la société. La dynamique de la révolution. Dans la tradition en fait, du marxisme révolutionnaire dont on se revendique en fait, qui est celle du trotskisme, la dynamique de la révolution, elle est résumée en fait par une théorie qui est la théorie de la révolution permanente. Donc encore une fois, au-delà des termes, qu'est-ce que c'est la révolution permanente? En plus d'être un très beau site en fait, qui va apparaître dans les prochains jours. La révolution permanente, en fait, ce n'est pas faire la révolution tout le temps en tout lieu. Ce n'est pas ça, la révolution permanente. La révolution permanente, en fait, elle comprend en gros trois aspects. Le premier aspect, c'est avec une définition selon laquelle, même avec les inégalités qui existent entre les différents pays, donc les pays du tiers-monde et les pays capitalistes avancés, en fait, comme la France ou la plupart des pays européens, il n'y a pas des pays qui sont mûrs pour la révolution et d'autres qui ne le sont pas. Il n'y a pas des pays où il s'agit de faire la révolution socialiste et d'autres où on pourrait se contenter d'une révolution démocratique. Selon en fait, la révolution, de la théorie de la révolution permanente, il s'agit d'engager un processus qui est un processus de transcroissance d'une révolution démocratique, surtout dans les pays qui n'ont pas vécu de révolution bourgeoise. Et il y a toute une série de tâches qui ont pu être réglées dans un pays comme la France il y a bien longtemps et qui n'ont pas été réglées dans ces pays-là. Donc si on pense par exemple, donner des exemples en fait actuels, les révolutions, les processus révolutionnaires en Tunisie ou en Égypte. En Tunisie et en Égypte, en fait, d'une part, il n'y a pas de démocratie formelle, c'était des régimes, disons, autocratiques, des dictatures dans le sens moderne du terme, au sens contemporain du terme. Et c'est des pays, en fait, qui ne sont pas vraiment indépendants, ils ont une indépendance formelle, mais ils sont soumis aux intérêts de leurs anciennes métropoles, très souvent, avec des impérialismes en général. C'est des pays où souvent la réforme agraire n'a pas été faite, elle n'a pas été accomplie. Donc c'est des pays où persiste toute une série de tâches qui ne sont pas directement en fait, des tâches socialistes, mais qui sont des tâches en fait, de la révolution bourgeoise démocratique qui n'a pas eu lieu dans ces pays-là. Du point de vue de la théorie de la révolution permanente, il s'agit d'engager un processus de transcroissance donc, de la révolution démocratique en révolution socialiste, y compris parce que la bourgeoisie, dans l'époque de sa décadence historique, qui est celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, elle n'est pas capable de mener sa propre révolution. Donc de ce point de vue-là, si on regarde les exemples de la Tunisie ou de l'Égypte, on voit bien que le fait, dans une certaine mesure, en fait, de s'arrêter sur la question de faire tomber un dictateur ne règle pas les problèmes et que si les travailleurs et les couches populaires ne continuent pas d'avancer dans les aspects les plus sociaux de la révolution, c'est plutôt la contre-révolution en fait, qui s'abat et qui bloque le processus révolutionnaire. Donc ça, c'est la première loi de la théorie de la révolution permanente. Transcroissance de la révolution démocratique en révolution socialiste. Deuxième aspect, c'est en fait la question de la dynamique internationale de la révolution. Et là, on peut en fait revenir en parallèle avec le stalinisme. C'est quoi en fait la principale théorie, disons, que le stalinisme opposait à la théorie de la révolution permanente? C'est la théorie du socialisme dans un seul pays. Donc en fait, Staline expliquait que la Russie était un très beau pays, très grand,
et que donc, en fait, ils étaient tout à fait capables de construire le socialisme à l'échelle de la Russie elle-même. Et c'est cette théorie-là qui a y compris alimenté le fait que l'internationale communiste soit devenue de plus en plus, à l'extérieur de l'Union soviétique, une force contre-révolutionnaire pour bloquer les processus révolutionnaires qui se sont développés dans toute une série d'autres pays. Il suffit de penser au rôle joué par le PCF, que ce soit en 1936, que ce soit la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit en 1968, c'est-à-dire en fait des moments de poussée révolutionnaire les plus importants de l'histoire récente de la France, pour comprendre ce phénomène. Pour la théorie de la révolution permanente, la révolution elle peut commencer à l'échelle nationale, mais elle se développe à l'échelle internationale et elle ne peut aboutir que en fait, à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce que le capitalisme lui-même, il a déjà mondialisé la production, il a déjà mondialisé les rapports de production et les rapports de vie sociale. On voit bien aujourd'hui quand on achète en fait, un téléphone portable, il y a une partie des composantes qui est produite en Chine, une autre qui peut être produite dans un autre pays. Si on prend un avion, ça va être encore plus important, etc. etc. Il n'y a aucun pays qui peut être autosuffisant d'un point de vue économique. Et ça, c'est quelque chose en fait, qui est plutôt progressiste, parce qu'on n'est pas obligé, en fait, dans tous les pays, dans des conditions en fait, qui ne sont pas les mêmes, etc., produire tout dont on aurait besoin en fait, pour pouvoir vivre. C'est bien qu'il puisse y avoir des échanges, qu'on puisse produire quelque chose plutôt dans des pays qui ont plus de capacité pour le faire, etc. etc. Donc on va pas revenir en arrière par rapport à ça. Quelque chose qui est un acquis, y compris du développement des forces productives. Le deuxième aspect, c'est que la classe ouvrière est une classe internationale, donc il y a des intérêts communs, qu'on soit travailleur en France, au Brésil, en Tunisie ou en Chine. Et le troisième aspect, c'est lié en fait à la question du danger de la contre-révolution, c'est qu'on voit très bien que si demain en fait, les travailleurs ils prenaient le pouvoir en France, la bourgeoisie française elle irait se réfugier dans un pays voisin et avec la classe dominante du pays voisin, ils allaient tout faire pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas en fait, un effet contagion. C'est-à-dire en fait d'essayer de mater le processus révolutionnaire. Donc si la révolution elle ne s'éteint pas, elle sera à un moment ou à un autre en fait étouffée par la réaction qui peut venir de l'extérieur. Donc la question en fait, de l'internationalisme, de l'internationalisation de la révolution est une question de survie pour la révolution elle-même. On a pu voir, en fait, encore une fois, pour prendre l'exemple de la Commune de Paris, comment en fait, la bourgeoisie française et les Prussiens, ils ont pu en fait, se mettre d'accord vite fait, une fois qu'il y avait la Commune de Paris, ils ont pu collaborer pour faire en sorte que les prisonniers de guerre en fait, qui étaient en plus puissent être libérés pour marcher sous Paris et écraser la Commune. Donc voilà une question en fait, fondamentale de la théorie de la révolution permanente, l'aspect international. Le troisième aspect, qui est souvent en fait, le moins connu, mais qui est très important aussi, c'est de dire en fait que la prise du pouvoir n'est pas l'achèvement de la révolution, elle est en quelque sorte en fait, le début de la révolution. C'est-à-dire en fait que la prise du pouvoir par les travailleurs dans un pays ou même à l'échelle de plusieurs pays, elle ne règle pas d'emblée tous les problèmes. Par exemple, est-ce que vous pensez que parce qu'on aura pris le pouvoir en fait en France, on aura supprimé le machisme? Ah non. On pense en fait que la prise du pouvoir par les travailleurs est une condition pour supprimer le machisme et la société patriarcale, dans la mesure où, en fait, le capitalisme, il instrumentalise et il en fait, un aspect fondamental de sa domination, les aspects de la société patriarcale et l'oppression des femmes. Mais, en fait, ce n'est pas une condition suffisante. Donc, le lendemain de la Révolution, il va y avoir toute une série de tâches qui sont révolutionnaires, de changement en fait, de la structure de production du pays, de développement des forces productives, mais aussi culturelles, mais aussi de société, qui vont durer une période en fait, plus ou moins longue, qui est en fait cette période de transition. Contre cette idée, que disait le stalinisme? Il disait en fait, dans les années 30, en fait, la tâche de construction du socialisme en Union soviétique, elle est à 90% accomplie. C'est ça y est, on y arrive. Et ça créait l'idée que le socialisme, c'était ça. Le socialisme, c'était cette société qui n'avait rien à voir avec le socialisme ou le communisme, en fait, pour utiliser le terme qu'on a utilisé en fait, pour donner le titre à ce topo. Donc cette question-là, en fait, elle est très importante. Donc il y a une persistance de la révolution et des tâches révolutionnaires après la prise du pouvoir elle-même pour pouvoir précisément débarrasser la société de toutes les formes d'exploitation et d'oppression. Et c'est seulement au bout de ce processus-là que
on doit aboutir à une société communiste. Donc c'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire en fait que même si on arrive à faire la révolution, le plus probable c'est que personne ici dans cette salle vive le communisme. C'est dommage, je crois en fait que la tâche d'essayer de préparer ça pour les générations futures, elle est suffisamment passionnante en fait pour qu'on puisse s'y engager quand même en fait, même si on ne va pas pouvoir en profiter directement. Donc voilà en fait pour ce troisième aspect. Le quatrième aspect en fait donc du mouvement réel des choses, c'est en fait les questions de programme. Qu'est-ce que c'est le programme? Le programme en fait c'est à un moment donné quels sont les objectifs que le mouvement révolutionnaire, les travailleurs se donnent dans l'immédiat, au sein d'une lutte, au sein d'une situation précise, etc., etc. On pourrait résumer ça par, en fait, c'est un système de revendication. Donc, par exemple, en fait, quand on parle de programme, en fait, en général, on peut dire que la journée de 8 heures de travail a été un élément de programme fondamental du mouvement ouvrier. Se battre, en fait, pour une réduction de la journée de travail parce qu'elle était beaucoup plus longue que ça. Il y a des aspects de programme qui ne concernent pas que la question de l'exploitation, la question en fait, disons, du droit égalitaire en fait, au mariage, etc. Tout ça, c'est des aspects du programme. Et en même temps, le programme, en fait, il joue un rôle qui est celui, en fait, de faire avancer le mouvement révolutionnaire, le mouvement des travailleurs, vers ses objectifs. Parce qu'en fait, ce n'est pas un scoop, vous aurez compris que dans la société actuelle, les gens en fait, qui partagent des idées communistes révolutionnaires sont une minorité. Les travailleurs, en fait, ne sont pas d'emblée convaincus qu'il faut abattre le système capitaliste et qu'il faut construire une société communiste. Et c'est en quelque sorte en fait, compréhensible, parce que si le capitalisme donnait, disons, à l'ensemble des travailleurs en même temps tous les soucis pour comprendre que cette société est une société pourrie qui se fait sur leur dos et qu'il faut la battre, ce serait en fait un système déjà qui ne serait pas si réactionnaire que ça, et en même temps en fait, c'est un système qui ne pourrait pas se maintenir très longtemps si tous les ouvriers avaient conscience de ça. C'est pour ça en fait, que la classe dominante elle développe toute une série de mécanismes de domination qui ne sont pas que en fait, des mécanismes de coercion. Il n'y a pas que l'État avec sa poignée d'hommes armés. Il y a aussi en fait, des mécanismes qui sont d'ordre idéologique. Donc en fait, l'idéologie dominante, elle explique aux travailleurs que les travailleurs ils ont besoin d'un patron pour produire. Parce que s'il n'y avait pas le patron dans l'usine, comment ils feraient? Elle explique aux travailleurs en fait, qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts entre eux. Elle explique toute une série de choses en fait, qui visent à empêcher les travailleurs de s'élever en fait, à la conscience de la nécessité d'abattre le système capitaliste. Et donc le programme, c'est aussi une façon de, par l'expérience des travailleurs dans leur propre lutte, en fait, de faire avancer leur conscience vers la nécessité d'abattre le système capitaliste. Tous ceux dans cette salle qui ont pu à un moment donné en fait, participer à une mobilisation de lutte, etc., savent bien que la conscience des jeunes, des étudiants, des travailleurs, elle avance beaucoup pendant les mobilisations. Très souvent, en fait, je crois qu'on a été nombreux dans cette salle à commencer à militer dans les mobilisations et en fait, de faire une expérience où à un moment donné, nos conceptions du monde, elles changent beaucoup plus vite parce qu'on est en train en fait, de s'engager dans un processus de mobilisation. Et ça, c'est quelque chose en fait, qui se fait aussi à une large échelle. Donc les travailleurs, très souvent, dans leur lutte, en fait, ils prennent conscience d'un certain nombre d'aspects et leur conscience, elle va de plus en plus loin. Et le programme, en fait, c'est une sorte d'organisateur de ça. C'est une sorte en fait d'organisateur d'une transition entre la conscience actuelle des travailleurs et une conscience socialiste et sur la nécessité de renverser le système capitaliste. Et comme je parle de transition, en fait, on peut parler dans ce cadre de programme de transition qui c'est en fait, disons, le système de revendication qui a été encore une fois, disons, la base des réflexions programmatiques des marxistes révolutionnaires pendant le XXe siècle. Qu'est-ce que c'est en fait des revendications transitoires pour essayer en fait d'expliquer de façon un peu simple. C'est des revendications qui partent des besoins les plus immédiats et ressentis en fait par les travailleurs et les exploités en général, mais qui, en fait, dans leur développement, posent le problème de la nécessité de détruire le système capitaliste. Je vous donne deux exemples en fait connus et un peu simples en fait. Le premier, c'est la question du partage des heures de travail. Donc on voit bien que
dans une société où il y a en fait un taux de chômage extrêmement élevé, et on peut penser en fait pas forcément que à la France, mais à des pays voisins comme l'Espagne et la Grèce, où on peut avoir 25-30% de la population qui est plongée dans le chômage et la misère, la question de supprimer le chômage, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un travail, est une question qui est compréhensible par les travailleurs à une large échelle. Et en même temps, le capitalisme, il est incapable de concéder ça. Donc, si les travailleurs s'engagent dans une lutte pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômage et que l'ensemble des heures de travail disponibles soient partagées entre l'ensemble des travailleurs, ils sont, peut-être sans le comprendre dans un premier temps, en train de s'engager dans un combat qui est anticapitaliste et révolutionnaire. Et leur niveau de conscience, en fait, il peut avancer de ce point de vue-là sur la nécessité de détruire le système capitaliste. Un autre exemple de revendication qui va dans le même sens. Quand les patrons, en fait, ils veulent faire un PSE et licencier des travailleurs, ils expliquent, en fait, voilà, l'entreprise va mal, nous, en fait, avons un problème financier très important et on est obligé de licencier 300, 400, etc. Aujourd'hui, 450 intérimaires à Paysan-Mousse parce que, voilà, la production a baissé, les ventes de voitures, etc., etc. Face à ça, que dit en fait le programme de transition que nous on essaye plus ou moins en fait d'adapter? Il dit, vous dites qu'il n'y a pas d'argent, vous dites que vous êtes obligé de nous licencier. Bah nous on veut voir, on ne vous croit pas sur parole. Donc nous on veut voir en fait l'ensemble de la comptabilité des entreprises, et ça peut se faire compris à l'ensemble de la comptabilité d'une société et de l'État, et on va voir en fait où part l'argent. Et les travailleurs vont découvrir très très vite que s'il n'y a pas d'argent, c'est parce que l'argent il est quelque part, c'est-à-dire en fait il est dans la poche des actionnaires, etc., etc. Donc cette revendication, qui peut paraître quelque chose d'élémentaire en fait dans le cadre d'une lutte, elle permet aux travailleurs en fait, de comprendre les mécanismes de l'exploitation dans le système actuel et en même temps de se préparer en fait pour pouvoir avoir une vision sur la production, donc pour pouvoir la diriger. Donc cette revendication elle se lie directement et très vite avec la question d'avoir en fait un contrôle des travailleurs sur la production et de ne pas permettre en fait que le patron puisse faire ce qu'il veut. Donc avoir un droit de regard sur les comptes de l'entreprise peut conduire dans une dynamique de mobilisation à la nécessité en fait de pouvoir imposer un droit de veto sur les patrons et de leur dire bah non, l'argent on ne va pas le sortir en fait des salaires des travailleurs, on va le sortir plutôt de la poche des actionnaires, etc., etc. Donc on voit en fait comment on peut partir des revendications qui peuvent se poser dans le cadre d'une lutte, même d'une lutte en fait pour les salaires ou d'une lutte contre les licenciements tels que celle qu'on connaît aujourd'hui, et qui peuvent conduire en fait à une compréhension plus large par les travailleurs de la nécessité de détruire le système capitaliste. Et ça m'amène en fait à mon 5e point et dernier, par lequel je voudrais finir et ensuite ouvrir pour le débat. C'est la question en fait de qui organise tout ça. Parce que tout ça est très bien, machin et tout, en fait, voilà, les travailleurs, ils ont un programme, ils font la révolution internationale et tout ça, mais on voit bien que tout ça, en fait, est un petit peu compliqué à organiser. Et si nous, contrairement à toute une série de courants, en fait, qui ont été très à la mode ces derniers temps, on défend, en fait, l'idée de la nécessité d'un parti politique, c'est pour cette raison-là. Parce qu'on pense en fait que face à une classe dominante et à un État qui est très organisé, qui en fait a une énorme conscience de leurs intérêts, qui dispose de tous les moyens matériels et idéologiques pour empêcher les travailleurs en fait de se débarrasser de cette couche parasitaire, nous en face, il faut qu'on soit aussi très organisé. Mais le type de parti que nous on défend, ça n'a rien à voir avec les partis de la bourgeoisie, qui sont des sortes en fait, de grandes coopératives électorales pour avoir en fait, plus de fric et plus de pouvoir, etc., etc. Le parti que nous on veut construire, c'est un parti en fait, qui ne s'intéresse à avoir plus d'argent, plus de locaux, etc., que dans la mesure où ça peut aider dans la tâche qui est celle de débarrasser le monde entier et l'humanité de l'exploitation et de l'oppression. Le parti est celui qui permet, en interne, d'avoir en fait les débats les plus vastes possibles et les plus démocratiques, mais en même temps, quand il faut taper, de taper tous ensemble. Parce qu'on voit bien en fait si on tape chacun dans son sens quand on veut, etc., c'est pas très efficace. Il suffit de voir même dans le cadre d'une lutte, quand il n'y a pas de décisions qui sont prises dans une assemblée générale et qui font que le mouvement avance en fait ensemble dans un même sens, ça part souvent en vrille. Et pour la révolution, c'est la même chose.
Le parti, c'est aussi une sorte de mémoire collective. C'est-à-dire, en fait, un des mécanismes de domination de la bourgeoisie dont on parlait, c'est en fait le fait de ôter les travailleurs de leur propre mémoire. Quand on regarde les programmes d'histoire géo en fait, des lycées, etc., on voit très bien que la Révolution russe, la Commune de Paris, tout ça, c'est pas, disons, au centre du programme. Parce que la classe dominante, elle n'a pas intérêt à ceux que les dominés, les exploités, ils connaissent leur propre histoire, ils s'en approprient pour pouvoir en tirer des leçons pour l'avenir. Et donc ce rôle-là est un rôle qui ne peut être joué que par ceux qui sont intéressés par la tâche de débarrasser la bourgeoisie de son pouvoir, en fait, et de renverser le système capitaliste. Et en fait, cette mémoire collective est celle qui permet de ne pas devoir à chaque fois partir de zéro. Et celle qui permet d'apprendre de l'expérience de ceux qui sont morts dans le passé en luttant pour les mêmes objectifs que nous. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, il y a toute une histoire qui se fait autour de la question les nouveaux gouvernements de gauche en Europe, que ce soit Syriza, que ce soit Podemos. Il y a beaucoup de travailleurs qui se disent en fait, mais putain c'est bien, en fait, pour une fois on a des gouvernements qui défendent nos intérêts. Sans comprendre en fait comment, par le passé, des gouvernements qui se revendiquaient de gauche, qui se revendiquaient des intérêts des travailleurs, ont pu mener le mouvement ouvrier vers la défaite, c'est très difficile en fait de pouvoir se préparer pour les combats qu'il y a dans l'avenir, sans connaître par exemple, et à chaque fois en fait, je prends des exemples latino-américains parce que voilà, c'est mon truc, ne pas comprendre l'expérience du Chili, de comment en fait l'idée d'une transition pacifique vers le socialisme a conduit au coup d'État de Pinochet, et qui a plongé le pays en fait, dans la dictature la plus sanguinaire de l'histoire de l'Amérique latine avec 30 000 morts, c'est plus difficile de comprendre en fait, pourquoi il ne faut pas lutter pour des gouvernements de gauche dans le cadre des institutions actuelles, mais plutôt pour un renversement révolutionnaire de la société, y compris de ces institutions, et des luttes en fait, qui soient dirigées par les travailleurs eux-mêmes. Donc le parti, c'est ça, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est en fait un outil dont les exploités se dotent à un moment donné pour organiser leur combat, pour apprendre de leur passé, pour se donner les moyens de combattre une classe dominante qui en face, elle, est très organisée et fera tout pour nous empêcher d'arriver à ces objectifs-là. Donc en fait, pour essayer en fait, de faire une vision un peu globale, en essayant de ne pas juste présenter le communisme comme une bonne idée qui pourrait se faire, mais d'essayer de mettre ça en mouvement et en musique, et expliquer le communisme comme le mouvement réel des choses, il me semble en fait que c'est un peu autour de ces 5 aspects-là qu'il faut aborder la discussion. Et en même temps, en fait, je pense que ça permet de concrétiser un petit peu comment nous on voit la transformation sociale, qu'est-ce qui nous oppose aux autres courants du mouvement ouvrier qui défendent eux aussi en fait, une forme de transformation sociale, que ce soit par la voie réformiste, que ce soit les anarchistes, et en même temps la nécessité et l'intérêt en fait, de s'engager aujourd'hui politiquement, de s'engager dans un parti et de participer à cette grande tâche qui est celle en fait, de pouvoir construire un monde qui ne soit pas ce monde de misère et en fait d'exploitation qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit largement et qu'est-ce qu'on dit en fait à notre niveau? Est-ce que, sinon on pourrait, on est en train d'ouvrir une discussion, je crois que c'est François en fait qui a posé le problème en premier, si je ne me trompe pas, de dire en fait, que dans la propagande du LPA, aujourd'hui on ne parle pas assez de la société qu'on veut. Moi je partage ça. Moi je pense que le LPA s'est constitué beaucoup en négatif, c'était une façon en fait de donner des contours qui étaient un peu plus larges, en fait, un parti qui se voulait large, et donc de pouvoir en fait par ce biais rassembler des gens qui étaient contre ce système mais qui ne partageaient pas forcément les conclusions en positif de ce qu'il fallait faire, et en même temps en fait cette faiblesse-là au fil des années elle s'est montrée en fait quelque chose qui handicape aussi le parti pour pouvoir dans une situation où en fait il y a plein de gens qui sont convaincus en fait que cette société elle marche pas bien. Le problème c'est que la plupart des gens sont convaincus aussi en fait qu'il n'y a pas d'autre alternative. There is no alternative. C'était en fait le slogan en fait du libéralisme. Et ça c'est un truc qui marche bien. Les gens voient bien en fait qu'il y a des trucs qui vont pas dans la société. Mais qu'est-ce que nous on peut proposer, non seulement comme un idéal abstrait, mais aussi comme la façon d'y arriver pour montrer qu'il y a d'autres possibilités, que cette société-là n'est pas une fatalité.
Après, l'écueil, en fait, le premier écueil, ce serait de sortir d'ici en disant maintenant on fait une série d'affiches avec le communisme et la dictature du prolétariat. Vous voyez bien, en fait, ça c'est un truc qui ne marcherait pas très bien. Donc nous sommes dans la discussion, il y a une distinction qui est importante, la camarade de Président de pointer ça. Il y a des gens en fait, qui ne sont pas aujourd'hui prêts à entendre l'ensemble en fait, de nos idées et qui peuvent être d'accord avec nous en fait, dans le cadre d'une lutte, y compris sur le fait qu'il faut avancer vers la convergence des luttes, de la grève générale, mais qui ne sont pas convaincus de la révolution, du communisme, etc. Il me semble qu'il faut en fait, dans la discussion différencier deux niveaux. C'est-à-dire en fait, il y a le niveau de ce qui relève de la propagande et de ce qui relève de l'agitation. C'est encore il faut en fait un peu des gros mots aujourd'hui. Mais c'est quoi l'agitation et la propagande? C'est quoi en fait la différence entre les deux? Il y a une formule simple en fait, qui m'explique et qui dit l'agitation, c'est quelques mots pour beaucoup de personnes, quelques idées pour beaucoup de personnes, et la propagande, c'est un nombre plus important d'idées qui s'adresse à un nombre plus restreint en fait, de personnes. Et cette question-là, elle répond au fait que dans la société capitaliste, il y a des niveaux différents de conscience. Et ça ne pourrait pas être différent parce qu'il y a des niveaux. On n'a pas une vision selon laquelle tous les gens sont pareils, ils ont les mêmes expériences, etc. Donc il y a des expériences différentes. Il y a des gens qui depuis des années militent et qui donc ont acquis en fait, un certain niveau de conscience sur un certain nombre de choses, ont fait des expériences, etc. Et d'autres qui débarquent dans le mouvement, etc. Et ça, c'est normal. Si le capitalisme, pour prendre une idée que j'ai avancée dans l'autopo, il était capable d'accorder à l'ensemble des prolétariens un niveau de conscience très avancé de leur niveau d'exploitation, c'est que le capitalisme ne serait pas aussi pourri que ça. En fait, il y a des gens qui travaillent à 12, 16 heures par jour, vous voyez bien qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de s'approprier l'histoire du mouvement ouvrier s'ils ne sont pas organisés politiquement qu'un étudiant en fait, qui ne travaille pas. C'est évident, en fait, l'inégalité même du capitalisme, elle impose d'une certaine façon des différents niveaux de conscience. C'est pour ça que tous ceux qui voient en fait, le parti avec seulement un rôle de pédagogie, qui pensent qu'il y aurait, et là je rejoins ce qu'il disait, d'avoir une sorte en fait, de période préalable où il s'agirait d'éduquer les gens progressivement pour qu'un jour ils comprennent tous la nécessité du communisme et de l'irrationalité du capitalisme. C'est ça qui est une vraie utopie. Parce que le capitalisme ne permet pas ça. Et aucune révolution dans l'histoire ne s'est faite parce que tous les gens se disaient tout ça, le communisme, c'est une sacrée bonne idée, on y va tous ensemble. En fait, il y a toujours une minorité consciente et une majorité qui rejoint la révolution parce qu'ils n'ont pas un autre choix, ils n'ont pas d'autre choix. C'est pour fuir la famine, c'est pour fuir la misère. Et à un moment donné, alors qu'ils ont déjà plus ou moins tout tenté, ils se disent peut-être que ces révolutionnaires-là peuvent nous engager sur une voie qui puisse apporter quelque chose de différent. Donc il y a différents niveaux de conscience, il y a un parti qui doit travailler avec ces différents niveaux de conscience. Je suis d'accord avec les camarades qui insistaient sur l'idée qu'en fait il y a des accélérations politiques qui sont relativement objectives. C'est-à-dire que les révolutions, ce n'est pas les révolutionnaires qui les font, ou les militants révolutionnaires. Les révolutions, elles peuvent exploser, des fois, en fait, là, on s'attend le moins. Qui aurait dit avant, en fait, il y a quelques années, que les premiers processus révolutionnaires du XXIe siècle allaient arriver en fait, en Tunisie et en Égypte? Je crois que personne dans cette salle, personne n'aurait prévu. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une accélération politique énorme, mais le problème fondamental quand il y a des situations de ce type-là, et c'est ça en fait qui pose le problème de l'organisation, c'est que des révolutions, il y en a eu, il y en aura. Le problème c'est comment on obtient des victoires révolutionnaires. Parce qu'en fait, à nous, souvent, pourquoi en fait on est obligé de se remettre autant à l'histoire de la révolution russe, ce truc vieux de presque 100 ans? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'autres révolutions. C'est parce que toutes les autres révolutions ont été défaites. Il y en a eu plein. L'histoire du XXe siècle, en fait, elle est pleine d'expériences révolutionnaires. Mais elle est pleine de défaites. Et la question du rôle du parti est une question fondamentale. Et le parti, il ne se construit pas le jour de la révolution. Le jour de la révolution, c'est souvent trop tard. Quand on regarde la faiblesse de ce qu'est la gauche révolutionnaire, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, on comprend mieux, y compris les difficultés qu'ils peuvent avoir ces mouvements révolutionnaires, d'aller au bout des revendications en fait, qui étaient à la fois démocratiques, mais aussi sociales, qui les ont animées à un moment donné. Donc, de ce point de vue-là, je pense en fait que voilà, on est moins de 100 y compris dans cette salle aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des minorités qui peuvent jouer un rôle important quand il y a des situations comme disait Hélène, mais il vaudrait mieux qu'on soit le plus possible en amont.
plus on sera au moment des accélérations politiques, plus on pourra y jouer un rôle et plus on pourra, en partie, en utilisant cette mémoire collective acquise par les luttes du passé, y jouer un rôle pour que ces mobilisations-là puissent être victorieuses et pour que la révolution puisse être victorieuse. Parce que c'est très sérieux. En général, en fait, les défaites révolutionnaires, c'est pas juste on a raté un match. Ça se termine en fait par des écrasements contre-révolutionnaires d'une violence inouïe. Parce que la classe dominante, elle a un esprit de vengeance très très fort. Et donc en fait, la question de comment ne pas rater les occasions révolutionnaires est une des questions fondamentales pour en fait ceux qui s'engagent aujourd'hui dans la construction, disons, d'une organisation qui se pose ce but-là. Souvent en fait, moi j'ai la discussion avec des camarades qui se disent ouais, moi aujourd'hui en fait, moi je ne veux pas trop militer, machin, etc. Je ne vois pas trop le sens. Mais le jour où il y aura la révolution, attendez-moi, moi je serai là de votre côté. Ça, c'est une façon en fait de ne pas comprendre que les tâches préparatoires de la révolution sont fondamentales. Et que si tout le monde pense comme ça, la révolution elle sera ratée. Et peut-être que certains qui disent aujourd'hui qu'ils seront du bon côté de la barricade se trouveront du mauvais. Donc il me semble en fait qu'il faut penser les problèmes de ce point de vue-là. Et ça renforce à mon avis beaucoup l'idée en fait, de la nécessité de construire dès aujourd'hui un outil qui est un outil pour préparer les victoires de demain et ne pas en fait laisser seulement en fait pour le moment où il y aura une accélération de la lutte de classe, cette tâche qui est fondamentale parce que c'est souvent en fait trop tard. Par rapport à l'histoire en fait de est-ce que on peut construire en fait quelques petits îlots de communisme que ce soit autour en fait d'une usine occupée par ces travailleurs en export, que ce soit par le biais en fait d'une occupation, que ce soit à l'intérieur du parti, même si c'est différent. Il y a en fait il y a ces derniers temps deux grandes tendances dans le mouvement ouvrier. Une qui est vieille, comme tout, c'est le réformisme, c'est de dire voilà, la société en fait démocratique, etc., c'est ce qu'il y a de mieux dans le monde, tout le reste c'est un peu en fait des trucs totalitaires, etc. Donc il faut travailler à l'intérieur et essayer de pousser petit à petit vers l'amélioration de la société, tous ceux en fait qui peut paraître un peu violent, c'est pas notre truc, etc., etc. Et on peut avancer en fait graduellement. Moi, à des gens qui me disent ça et qui me disent en fait vous êtes des utopistes et moi je suis réaliste, moi j'inverse en fait l'argument. J'ai dit en fait c'est vous qui êtes des utopistes. Sinon, nommez-moi un seul cas dans l'histoire de l'humanité où il y a eu un changement radical de société qui s'est fait graduellement par des réformes. Aucun. Les vrais réalistes sont les révolutionnaires. Parce qu'en fait, les seuls changements radicaux qui ont eu pour de vrai, qui ont bouleversé la structure sociale, que ce soit pour abolir en fait, l'esclavage, que ce soit pour abolir le feudalisme, ont été par le biais de grands bouleversements sociaux, oui, avec une certaine dose de violence. Donc à mon avis, on n'a pas à rougir et en fait à être sur la défensive avec ces pseudo-réalistes. Mais l'autre en fait, un mouvement qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, c'est en fait ce qui est de l'ordre en fait, d'une certaine sorte d'autonomisme. C'est-à-dire en fait de se créer l'illusion qu'on peut, en fait, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, créer des espaces d'autonomie qui sont extraits de la logique en fait du fonctionnement du capitalisme. Donc on a eu toutes les expériences du zapatisme au Mexique. Au bout de quelques années, en fait, on regarde et c'est très bien le Chiapas, mais la situation générale des classes exploitées dans le Mexique, en fait, elle ne se fait que se dégrader. Il y a un niveau en fait, de violence de l'État, etc. Pour ceux qui ont un petit peu suivi les mobilisations autour des 43 étudiants, il y a une situation au Mexique où on peut en fait tuer et disparaître les 43 étudiants comme ça, plus ou moins en prenant. Il y a un niveau de violence en fait, de la part de l'État allié y compris au monde en fait, du narco qui est énorme. Donc en fait, le Chiapas n'a pas permis en fait, à cette société de devenir en fait, plus démocratique, plus juste, etc., etc. Donc il y a une certaine, disons, illusion par rapport à ça. Plus ridicule encore, c'est ceux qui pensent que parce qu'ils vont en fait s'enfermer tous dans une ferme, dans je ne sais pas quel point de la France, qu'entre eux ils vont être amis et faire en fait un potager autogéré, ils vont changer le monde. C'est évident en fait que dans la société actuelle, c'est très limité. On peut essayer d'avoir en fait, des rapports qui sont entre eux différents de ceux qui sont imposés par la société capitaliste, mais si on est un tout petit peu matérialiste, on voit que les rapports en fait, de la société capitaliste, ils ont une influence sur nous.
Le combat contre en fait, les oppressions et le sexisme, même à l'intérieur des organisations révolutionnaires, est un combat de tous les jours. Parce que cette pression existe, parce que le parti ne se construit pas en dehors de la société. Le combat contre en fait, la pression par rapport à la question de la monogamie, etc., et le modèle d'amour, pour répondre à l'expression sur l'amour, sur laquelle compris, je ne vais rien intervenir après pour répondre à Tariq, c'est une question en fait, qui est un combat de tous les jours. Parce qu'en fait, voilà, on a beau être militant révolutionnaire, etc., on est forgé dans une société qui explique en fait que voilà, ce qui est bien dans la vie, c'est un couple monogamique avec un garçon et une fille qui font des enfants et qui font des familles. Et c'est tout là, c'est les camarades. C'est pas parce qu'on devient révolutionnaire qu'on a eu quelques bouquins, en fait, tout d'un coup, voilà, on est super émancipé et on n'a aucun préjugé qui sont ceux en fait de notre société. Mais, en fait, même si on peut essayer d'avancer dans quelque part et de ne pas reproduire totalement les rapports qui sont ceux de cette société, il y a une limite. Et la limite, en fait, c'est la limite des conditions objectives et matérielles de la vie en société. Si en fait, à l'Union soviétique, pour reprendre en fait l'exemple, je crois, de Mathias, ça a été possible, y compris en fait, non seulement de légaliser, de ne pas pénaliser l'homosexualité, mais que ce soit le premier pays en fait, qui a légalisé l'avortement, qui a légalisé le divorce, le pays qui avait en fait, la législation la plus avancée du monde par rapport aux droits des femmes et des LGBT, ce n'est pas parce que les travailleurs en Russie étaient particulièrement en fait, pas macho, etc. C'est un pays ultra arriéré. C'est un pays où en fait, les travailleurs ils avaient un niveau culturel et de conscience beaucoup plus en fait, arriéré que dans notre pays. Mais c'est avec la transformation révolutionnaire de la société, la prise du pouvoir, qui crée des conditions matérielles pour en fait, avancer sur ce terrain. Après, moi je pense que la question de la revendication qu'on peut faire de la révolution russe, elle est très juste. D'un certain point de vue, parce que voilà, c'est l'exemple d'une victoire révolutionnaire qui a été menée par des travailleurs organisés dans des organismes d'auto-organisation et dirigés par un parti révolutionnaire. Mais là aussi, c'est limite. Quand je lui ai dit, en fait, voilà, les travailleurs, ils ont accepté en fait, de travailler samedi pour la révolution, etc., ok, c'est bien, mais ce n'est pas notre modèle. Si ça a été nécessaire, en fait, en Russie, c'est aussi parce que c'était, en fait, un pays arriéré d'une situation, en fait, épouvantable d'une révolution qui est restée isolée. C'est évident que s'il y avait une révolution en France, la situation elle serait différente. La possibilité de baisser le temps de travail, elle serait en fait, par le niveau de développement de la technique et des forces de production beaucoup plus importante en fait, que dans la Russie. Du début de la siècle, je vous rappelle, c'est un pays à 90% paysans. Donc, Trotsky en fait, il dit qu'il y a un paradoxe entre la question de la révolution et du communisme, c'est que c'est souvent beaucoup plus facile de prendre le pouvoir dans des pays capitalistes arriérés ou périphériques, parce qu'en fait, l'État il est moins fort, et en même temps, en fait, c'est beaucoup plus difficile après d'arriver au communisme, parce que le retard à rattraper est beaucoup plus important. Trotsky a un texte que j'adore, qui s'appelle Et si les États-Unis en fait devenaient socialistes, où il discute avec le prolétariat nord-américain, en fait états-unien, et il dit si vous faisiez la révolution, j'ai votre maison, tout le monde va habiter ensemble, etc., etc. Il disait les amis, tous les trucs en fait, qu'on déforme pour essayer de vous faire de la plupart de notre communiste, il y a certains qui s'appuient sur des problèmes réels de ce qu'est la révolution en Russie. Mais si la révolution se faisait aux États-Unis, 90% de ces problèmes-là ne se poseraient pas. C'est-à-dire avec une révolution dans un pays développé comme la France, c'est pour ça que le rôle des révolutionnaires dans des pays en fait, comme la France est déterminant. C'est évident en fait que c'est une impulsion pour la révolution internationale pour avancer vers une société communiste beaucoup plus importante qu'en fait, une révolution isolée dans un pays périphérique qui arrivait comme c'était la Russie de 1917. Et je ne vais pas en fait pouvoir revenir là-dessus sur tous les aspects, mais pourquoi en fait à mon avis la discussion sur le communisme en fait elle a quand même une importance chez nous, parce que militer, consacrer en fait la plupart de notre temps, de notre jeunesse en fait à militer, ce n'est pas un truc qui est à la mode dans la société actuelle. Et en général, en fait, parce qu'il n'y a pas en France une lutte de classe énorme et parce qu'il n'y a pas de révolution, précisément, c'est difficile des fois en fait, de convaincre des gens que ça vaut le coup en fait, de laisser tomber, y compris en fait, des choses qu'on peut aimer faire personnellement, etc., pour consacrer son temps au militantisme. Et à mon avis, la question de la perspective de la société pour laquelle on se bat, c'est quelque chose qui peut beaucoup en fait, nourrir nos propres convictions. De pourquoi
Construire des militants révolutionnaires dans des époques qui ne le sont pas, c'est une des tâches les plus difficiles qui existent. Et c'est né en fait que la perspective d'une société nouvelle, d'un projet émancipateur, c'est pas juste on lutte, etc., mais on lutte pour avoir une possibilité réelle de dépasser cette société de misère. C'est ça en fait qui peut nourrir, y compris en fait notre volonté et notre conviction pour ce combat, qui est un combat qui des fois en fait est dur, qui des fois implique des sacrifices personnels. Donc à mon avis, en fait, cette question, elle est très très importante. Je vais en fait faire une blague là-dessus, pour en fait casser un petit peu le côté genre le communisme va régler tous les problèmes de votre vie. Non, c'est pas ça. Mais moi je suis d'accord en fait sur l'aspect, c'est pas forcément en fait que ça va pas arriver, qu'on puisse tomber amoureux de quelqu'un en fait qui n'est pas forcément amoureux de nous. Moi je pense que ces trucs-là en fait ils vont avec l'individualisme. Il y a tellement en fait de frustration chez les gens en fait, dans la société capitaliste qu'il y a, et beaucoup chez les femmes, en fait, beaucoup plus des fois que chez les garçons, où certaines femmes elles sont en mode ouais, romantique, etc., le prince charmant. En fait, il y a l'illusion qu'en fait, la façon de briser cette solitude profonde qu'on peut sentir en fait, dans le système capitaliste, c'est en fait de trouver sa moitié, c'est-à-dire de se projeter et projeter sa réalisation dans le rapport avec une personne, avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense que dans une société émancipée, où on a en fait beaucoup plus de façons de s'épanouir, on est capable d'avoir des relations beaucoup plus multiples avec le monde et avec les personnes, même les chagrins d'amour, en fait, ils vont nous faire moins souffrir, et au moins on aura en fait à part ces horreurs qu'on peut avoir aujourd'hui de crise de jalousie, des gens qui se tuent en fait pour des rapports de jalousie, des gens qui se suicident parce que l'autre n'aime pas, etc. Je pense que tout ça sera pris autrement, donc moi je suis d'accord sur le fond avec Tariq là-dessus.